Attendez, je continue là. Roger, écoute, c'est pour toi là. Sagittaire, vous allez faire une rencontre déterminante cette semaine qui vous apprendra beaucoup de choses sur vous-même. Tu parles. Roger a pas rencontré le barman du bistrot dans lequel il va se pochetronner. Excellent. Attendez, je continue. GG, ouvre tes écoutilles, c'est pour toi celle-là. Capricorne, tous vos projets professionnels aboutiront cette semaine. Tu m'étonnes. GG, c'est pas toi qui es en vacances à la fin de la semaine là? Attendez, là, c'est moi là. Vierge, on écoute s'il vous plaît. On écoute. Vous avez rien d'autre à foutre que de lire ces connes. Mais putain, mais bande de cons, mais vous avez filé un faux horoscope là, mais vous êtes cons là, oh. Mais c'est sérieux, astrologie là, oh. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut les nostalgiques. Je voudrais débuter cette vidéo en vous racontant une histoire personnelle. Mais attention, pas un truc marrant, hein. Donc les joyeux drilles et les fêtards qui tiennent pas en place dans leur slip, vous pouvez foutre le camp, hein. Voilà, bon débarras. Mode vieux con activé. Ça va peut-être étonner les plus jeunes d'entre vous, mais quand j'étais petit, tout était très différent d'aujourd'hui. L'accès à l'information, la connaissance était beaucoup plus compliqué que maintenant. Alors lorsque j'avais une recherche à faire pour l'école, j'ouvrais une encyclopédie, je me déplaçais physiquement dans une bibliothèque, une librairie ou même dans un musée, hein. Incroyable, hein. Et de la même manière, lorsque je voulais me renseigner sur les dernières sorties de jeux, j'accompagnais mes parents au supermarché qui me laissaient flâner au rayon des jeux vidéo le temps des courses. Alors en général, je passais 1 heure à regarder les boîtes de jeux sous toutes les coutures, à fantasmer sur les petites images à l'arrière des boîtes. Ah là là, que de souvenirs, hein. On avait aussi quelques émissions télé, comme par exemple Télévisateur 2 avec Cyril Drevet, ou encore des publicités devenues maintenant quasiment aussi cultes que les jeux présentés. Et enfin, nous avions tout un tas de magazines, pour la plupart mensuels ou bimensuels. Là, je pense notamment à Player One, Nintendo Player, Console Plus, Tilt, Amstrad 100%, Joystick, Banzai et Génération 4, pour n'en citer que quelques-uns. Vous savez, je me souviendrai toute ma vie des photos ahurissantes de certaines previews qui mirent des étincelles dans les yeux du petit garçon rêveur que j'étais. Mais je crois que ce furent surtout les premières images d'un jeu d'aventure plateforme d'Ubisoft dénommé Light Quest qui m'impressionnèrent le plus en fait, hein, et qui était en preview dans les numéros 27, 28 et 29 de Génération 4. On était alors fin 90, début 1991. Malheureusement, quelques années plus tard, j'appris que le développement de ce jeu avait finalement été abandonné et avait rejoint la longue liste des titres unreleased sur micro-ordinateur à cette époque. Alors pour moi, ça reste un drame artistique majeur car Light Quest avait tout pour être l'un des plus beaux jeux de l'Amiga, hein. Et aujourd'hui encore, mon rêve de gamer se résume à une chose, voir Light Quest aboutir et pouvoir enfin y jouer. Alors quel est le rapport avec le sujet sur Star Rush, me direz-vous? Il y en a deux. Dans le numéro 27 de Génération 4, j'ai également découvert à l'époque une preview magnifique de Star Rush que je trouvais sublime. Et ce n'est qu'assez récemment que j'ai découvert que Star Rush et Light Quest avaient en fait une même personne en commun, Laurent Cluzel, un talentueux artiste graphiste français qui aura notamment collaboré avec quelques-unes des plus prestigieuses boîtes françaises de l'époque. Et quand j'ai enfin pu jouer à Star Rush il y a 3 ans pour les besoins de notre vidéo sur Shoot 'em Up, hein, vous en souvenez certainement, j'ai réalisé qu'on tenait là l'un des plus beaux shmups de l'Amiga, et déjà à l'époque je m'étais dit qu'on retrouvait un petit côté Light Quest dans les graphismes du jeu. Et bien évidemment j'avais raison. Élémentaire, mon cher Paddle. Et par chance, 3 ans après, j'ai croisé la route de Laurent Cluzel au détour de quelques posts sur Facebook, à qui j'ai proposé de concevoir une vidéo sur Star Rush, qui est pour moi un shoot magnifique de l'Amiga, mais malheureusement très sous-estimé. Alors ça a été une façon pour moi de me rapprocher de mon rêve de gamer en parlant avec l'auteur de Light Quest en personne. Quel honneur, hein. Et en plus un graphiste, alors qu'on parle quasiment jamais de ce métier, mais presque tout le temps des programmeurs et codeurs de jeux vidéo. C'est vrai. Ça c'est clair. C'est pas une histoire touchante ça? Non, arrête, il y a trop d'émotions là. J'y peux rien si vous êtes des chochottes émotives, bande de pignouf quoi. Allez, next please. Alors, pour comprendre les origines du jeu, il faut d'abord parler de l'un de ses principaux créateurs. Et pour cela, on va prendre le ton des émissions littéraires intellectuelles. C'est parti. Diplômé des Beaux-Arts de Dijon et véritable artiste dans l'âme, inspiré de la science-fiction baroque, l'aventure de Laurent Cluzel avec le jeu vidéo débute vers 1989. Le jeune artiste travaille alors pour le compte du studio français Titus sur la partie graphique de Fire and Forget, le beat'em up Will Street et le portage sur ZX Spectrum de Knight Force, pour lequel il adapte les graphismes. C'est durant cette période que notre talentueux graphiste commence à travailler sur le fabuleux projet Light Quest, ainsi que sur Star Rush et 2 autres projets nommés Hunters et Up Mission, dont il conçoit quelques esquisses préliminaires. David et Alain Fernandez, 2 frères programmeurs de chez Titus, s'intéressent alors particulièrement au dessin du jeune artiste dont ils devinent d'emblée l'immense potentiel. Ouais, bon, on va peut-être arrêter là avec le ton intellectuel chiant là des émissions télé. Enfin quand même, ouf.
En mars 1990, David, Alain et Laurent quittent Titus et se rendent tous les trois chez Ubisoft. Mais qu'est-ce que tu fous? Attends-nous là! Ça va rien changer parce que t'arrives le premier, hein. Le jeune auteur graphiste espère séduire les patrons du studio en présentant ses superbes maquettes de Light Quest et Star Rush. Durant leur trajet, notre trio d'intrépides artistes croise totalement par hasard la route de Frédéric Marcus, un jeune codeur qui travaillait à l'époque pour Titus et qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Ah, salut Frédéric! Ouais, on fait tout à la main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas de budget, nous, ouais. C'est pas une production Jerry Bruckheimer ici. Et finalement, Marcus décidera lui aussi de rejoindre la bande en proposant d'adapter Star Rush sur PC ainsi que sur MSX2. Peu de temps après, le deal est passé avec Ubisoft et nos 4 gaillards forment alors le groupe Eclipse chargé de travailler sur Star Rush. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Gérard Guillemot, principal responsable créatif d'Ubisoft à l'époque, informe Laurent qu'il devra réduire de moitié son travail pour l'introduction du jeu afin que tout rentre sur 2 disquettes maximum, amputant ainsi la longue séquence d'ouverture de quelques scènes intéressantes. Et malheureusement, les portages prévus sur Atari ST, PC et MSX2 du jeu sont finalement annulés. Alors à l'origine de Star Rush, il y a la fascination de Laurent Cluzel et David Fernandez pour le somptueux Shadow of the Beast de Psygnosis sur Amiga en 1989. Bon, en même temps, c'est compréhensible, hein. Je veux dire, tous les joueurs de ma génération qui ont grandi dans les années 80 ont forcément été subjugués par Shadow of the Beast lorsqu'il est sorti en 89, hein. Tiens, ça mériterait d'ailleurs une vidéo sur Lord Paddle. Je vais en parler tout de suite à David. Allez, je vous laisse. Ciao les nostalgiques. Mais non, je rigole, oh là là, j'en vois un au fond de la salle, n'importe quoi. Ça va, c'était une blague, allez, la suite. Non, allez, soyons sérieux, arrêtons de déconner là. En plus de Shadow of the Beast qui les impressionne particulièrement, Laurent Cluzel et David Fernandez s'inspirent également des travaux remarquables des Bitmap Brothers, qui les fascinent tout autant que le titre de Psygnosis, et notamment sur des titres cultes comme Speedball 2, Cadaver ou Xenon 2. D'ailleurs, faut savoir que Star Rush n'avait pas été prévu pour être un shoot'em up à l'origine, l'idée n'est apparue que bien après. D'ailleurs, voilà les propos de Monsieur Cluzel lui-même au sujet du défi technique de Star Rush. À l'origine, j'étais pas forcément orienté sur un shoot'em up, mais avec David, ce qu'on voulait surtout faire un jeu qui montrait qu'on était capable techniquement et graphiquement de faire aussi bien, voire mieux que Shadow of the Beast, la référence du moment. Mais en utilisant un personnage qui court dans une vue de caméra limitée à un scrolling horizontal, nous est apparu très rapidement restrictif. Alors on a commencé à mettre des véhicules à disposition et de fil en aiguille, le jeu s'est transformé rapidement en shoot'em up. Alors ceci explique pourquoi c'est pas un shoot'em up classique avec un simple vaisseau. Et c'est comme ça que Star Rush a vu le jour avec une réelle ambition technique et artistique. Laurent et David voulaient donc repousser les limites techniques de l'Amiga en proposant l'un des plus beaux shoot'em up de cet ordinateur en 1991, rien que ça. Bon, on va maintenant voir tout cela d'un peu plus près grâce à ma transition toute prête 53-8 bis alinéa 3. C'est parti. La régie. Oh, la transition là. Effet, pied au cul. Ah, désolé Lord, on était trop captivés parce que tu disais. Quel narrateur hors pair. T'es pas du signe de la Vierge pour rien, hein. Ouais, c'est ça, je m'en balance. Ah non, moi je suis Sagittaire, hein. Alors tous ceux qui ont déjà joué à Star Rush au moins une fois dans leur vie ont tout de suite remarqué la réalisation ahurissante du jeu. Bon alors je vais pas vous abrutir de détails techniques, mais quelques chiffres parlants quand même, près de 1200 sprites au total dans le jeu, un scrolling fluide à 8 niveaux de parallaxe et 4 différentiels, une animation en 50 images par seconde, entre 48 et 64 couleurs affichées en même temps à l'écran, 25 boss à affronter, 12 niveaux au total répartis sur 4 mondes, en accès direct dans le menu d'intro du jeu, etc. Pendant le développement de Star Rush, les postes sont alors clairement définis, comme le précise Laurent Cluzel lui-même. Les frères Fernandez, Frédéric Marcus et moi avions signé un contrat d'1 an pour réaliser Star Rush et Light Quest en 8 versions totales. De mon côté, j'ai bossé sur les 2 jeux en parallèle. Avec David, on n'était que 2 à réaliser la totalité des versions de Star Rush. David s'occupait du code et de l'audio, pendant que moi je faisais le scénario et tous les visuels. David a fini au bout d'une année avant de partir pour l'Oriciel. Pour concevoir chacun des 12 niveaux du jeu et afin de respecter les délais impartis, Laurent disposait d'une semaine pour chaque niveau en construisant la totalité des éléments, les sprites, les décors et les boss. Le week-end, il donnait ensuite tout son travail à David Fernandez, puis la semaine suivante, hop, niveau suivant, et ainsi de suite, en suivant une routine logique, le tout conçu sur le logiciel Deluxe Paint sur Amiga, une référence à l'époque.
En plus de ça, Laurent devait tout faire à la main à partir des sprites conçus sur Deluxe Paint, après avoir au préalable scanné ses dessins pour s'en servir comme base de travail pour chacun des sprites du jeu. Un vrai travail de fourmi en somme, mais le résultat s'avère payant malgré tout, et ce malgré un manque d'échange entre Laurent et David qui travaillèrent séparément tout au long de la semaine. Alors on devine ici tout le savoir-faire de Laurent Cluzel dans la conception des créatures du jeu, tout comme les décors qui sont très travaillés et grandioses. Franchement, le jeu est très beau. Les monstres ont un aspect biomécanique qui m'a parfois fait penser à du Hans-Rudi Giger, bien que selon moi l'influence artistique majeure de Star Rush, c'est celle de Moebius, célèbre dessinateur français connu pour ses œuvres phares de la science-fiction que sont l'Incal et Arzac. C'est assez flagrant dans le design des monstres ou l'univers futuriste de Star Rush, dans l'introduction ou les décors, quoiqu'on peut également citer les incontournables métal hurlants et les humanoïdes associés, les géants de la bande dessinée française de science-fiction des années 70-80. Laurent cite également Rodney Matthews et Max Ernst parmi ses influences artistiques notables sur la conception du jeu. Alors un petit mot au sujet de la musique de David Fernandez. Il s'agit de chiptunes réalisés sur le logiciel Future Composer 1.3, ce qui permet de réduire la place sur la disquette contrairement à la plupart des musiques de l'Amiga qui contiennent à l'époque des samples très gourmands en mémoire. Alors pour les connaisseurs, faut dire que c'est assez inhabituel pour un jeu de l'Amiga en 1991, mais moi, je trouve que perso ça ajoute un charme particulier à l'ambiance du jeu. Pour conclure, le résultat est donc à la hauteur des ambitions artistiques de Laurent et David. Le jeu est vraiment très beau, que ce soit au niveau des décors, des animations, des personnages, des boss, de l'introduction monumentale du jeu, etc. Nos vaillants français ont donc voulu damner le pion à Psygnosis et aux Bitmap Brothers, et là, clairement, dans ce cas, on se dit... Dans le cul, Shadow of the Beast! Attendez, ça c'était que l'apéritif, hein. On va maintenant passer au plat de résistance en scrutant de près tous ces petits détails qui, mis bout à bout, font que... shit, je sais plus, hein. Allez, la suite. Nous sommes le 11 Brumaire 2521, il est 4h30 selon le temps impérial et l'histoire débute dans un laboratoire high-tech du CIEPS, le Centre impérial d'études des phénomènes spatiaux. Le professeur Marcus a fait une terrible découverte et s'apprête à avertir le grand chambellan qui dirige la Confédération galactique entière. En l'an 25 790, les 12 constellations du zodiaque sont parfaitement alignées sur le point vernal de notre univers et assurent l'équilibre parfait du cosmos. Ah, putain, j'y crampe! Bah bravo, merci d'avoir foutu en l'air mon texte d'intro, bien joué, hein. Chiant ce leur paddle, putain. Pendant ce temps, dans un univers parallèle au nôtre, un déséquilibre des astres s'est créé, obligeant les scientifiques de cet anti-univers à changer l'emplacement de ces 12 constellations, ce qui entraîne de graves répercussions dans notre propre univers, un petit peu comme un caillou, vous savez, qui ricocherait sur l'eau. Ainsi, les 12 signes du zodiaque se dédoublent, créant des entités maléfiques qui s'emparent alors de 4 mondes correspondant à leurs propres énergies liées aux 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Les monstres issus du bélier et du lion se sont emparés de Dante, la planète de feu, tandis que le Sagittaire, entité liée au paradoxe, est logiquement associé à Belteger, la planète de glace. Le taureau s'est réfugié dans un labyrinthe d'astéroïdes près de la planète Orgaïne où se cachent la Vierge et le Capricorne. Les Gémeaux, la Balance et le Verseau se sont emparés de l'architecture antique à la surface de l'Acropoléum, îlot de solitude construit par un banquier excentrique il y a longtemps, associé à l'élément de l'air. Ouais... Bon, je sais pas qu'est-ce que c'est comme banquier, mais c'est pas lui qu'il faudra aller voir pour demander un crédit, hein. Enfin, le Cancer, le Scorpion et le Poisson se trouvent dans les mondes de l'eau, ces petits sacripants, hein, respectivement Crystalia, Orion et Tyrée. Face à la menace de la destruction de notre univers par ces entités zodiacales maléfiques, la Confédération Galactique ordonne l'envoi de STR-3, un cyborg de combat surarmé qui sera chargé de se rendre dans l'univers pour établir l'ordre des 12 constellations en éliminant les créatures sur chacune des planètes qu'elles ont envahies, en vue de replacer le point vernal originel et de rétablir l'harmonie universelle. C'est pas un scénario de ouf ça, franchement, moi j'arrive pas à trouver un équivalent sur les shmups de micro-ordinateurs des années 90. Franchement, c'est top, hein. Ouais, désolé, vous me voyez pas, je suis encore par terre, j'ai putain de mal à la jambe à cause de ma crampe de merde, là. Tiens, d'ailleurs, on va laisser parler Laurent Cluzel au sujet du scénar, là. Putain. L'idée du zodiaque est venue car j'avais commencé depuis plusieurs années à étudier les archétypes et les symboles qui jalonnent l'histoire humaine. Avec les 12 maisons du zodiaque, on avait suffisamment de matière pour créer un bon nombre de levels.
Fortement imprégné du jeu de rôle pendant mon adolescence, les signes du zodiaque sont devenus autant de monstres à pourchasser à la surface et au cœur de différentes planètes. Surprise les bleubites. Haha, vous attendiez à voir l'ordre, hein? Eh ben non, me voilà. Non, monsieur est trop occupé à se faire masser le mollet par l'adjudant biceps avec un onguent fait maison, là. Attendez, vous avez pas tardé à longtemps de pousser la chansonnette, là. Vous êtes cons, ça fait mal. Ah, ça pour moi, c'est la plus belle des musiques. Bon, trêve d'oisiveté, là, parlons de choses sérieuses, là. Il paraît qu'on parle de shoot 'em up et on n'a pas pensé à faire appel à moi. Grossière erreur. Alors concrètement, Star Rush nous propose d'explorer 4 mondes correspondant aux 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Dès le menu d'intro, vous pouvez choisir de jouer seul ou à 2. Vous pouvez jouer au clavier ou au joystick, puis vous choisissez le monde dans lequel vous commencez, en sachant qu'en fait la plupart des gens débutent très souvent par le monde de l'eau, parce que c'est le plus simple. Et là, j'en arrive à un point clé de Star Rush, c'est-à-dire... La difficulté de l'enfer. D'ailleurs, il paraît que Laurent Cluzel lui-même aurait avoué qu'il n'a jamais réussi à finir le jeu. Alors c'est vous dire. Donc clairement, Star Rush, c'est du die and retry pur et dur. Vous devrez connaître tous les niveaux par cœur pour pouvoir espérer survivre. Les 4 mondes se divisent chacun en 3 niveaux, et dans chaque niveau, il y a un mini-boss et un boss à affronter, chaque boss étant associé à un signe du zodiaque présenté dans l'écran d'intro du monde. L'originalité vient ici du fait qu'une fois le mini-boss terrassé, hop, on fait demi-tour dans le sens opposé pour partir affronter cette fois le boss de fin de niveau, hein. Bon bah dis donc, ça rigole pas chez les cyborgs, hein. Même pas une seconde pour se remettre les baloches mécaniques en place. Alors autre élément clé du jeu, et sûrement le plus connu, notre STR3 possède 5 niveaux d'énergie qui correspondent à 5 transformations. Alors plutôt que d'avoir recours à une traditionnelle barre d'énergie, Laurent Cluzel a imaginé une série de métamorphoses de notre cyborg qui commence le jeu sur une moto volante. S'il réussit à s'emparer des power-up qui défilent à toute vitesse, hop, il upgrade d'un niveau et se transforme à nouveau en aéronef, puis en super vaisseau avec un cockpit noir. Par contre, s'il se fait toucher, c'est l'inverse, jusqu'à se retrouver à pied. Et là, si vous êtes en mode trekking, bonne chance pour espérer survivre, hein, les bleubites. Bon après, pas de panique, hein. Comme dans la plupart des shoot 'em up, vous aurez l'occasion de récupérer des power-up qui amélioreront votre tir, votre puissance de feu, et vous permettront de passer plus facilement certaines attaques ennemies. Ensuite, évidemment, il faut défoncer tout ce qui bouge, hein. On est dans un shoot 'em up, donc il faut pas trop réfléchir non plus. Généralement, les ennemis suivent un pattern bien défini par le programme, et comme ces petites merdes sont pas courageuses pour un sou, bah ils arrivent en général par paquet de 10. Alors attention au tir, hein. Cette bande de larves crapuleuses vous balance parfois des projectiles auto-guidés, et à la vitesse où ça va, bah vous aurez parfois du mal à les éviter. Alors si vous voulez multiplier les kills, mais que votre skill est aux abonnés absents, et que vous n'êtes pas un as du slalom façon Jean-Claude Killy, bah vous êtes bon pour la casse. Hein. Ouais, bravo, colonel. Merci. Tiens d'ailleurs, en parlant de slalom, certains passages nécessiteront d'éviter des obstacles et des pièges, ce qui s'avère assez inattendu dans un shmup à cette époque. C'est le petit piment de Cayenne qui vient épicer l'ensemble. D'ailleurs, Laurent Cluzel s'explique à ce sujet. J'aurais souhaité plus d'interaction avec le décor, mais cela n'était pas compatible avec les ruses techniques choisies par David, qui codait le jeu. Finalement, ce sont les ennemis qui sont devenus peu à peu des éléments de décor, créant ainsi des parcours à suivre. Bon, de toute façon, Star Rush reste un shoot 'em up avec tout ce qui va avec. Donc le plus important, c'est de... Ah, alors, voilà. Bon, alors, ce mollet, là, j'espère que mon adjudant-chef vous a remis tout ça en place. Ah bah tu parles, ouais, il m'a explosé la gambette, votre con, là. Eh, sérieux, prévenez-moi la prochaine fois que vous m'envoyez un agent de la Gestapo, là. Oh là là, petit chat, Colonel, je peux terminer mon émission, là? J'ai votre permission, s'il vous plaît? Permission accordée, Lord. Ouais, de toute façon, je commence à me faire chier, là. Bon, Ah bon c'est pas tout ça, mais moi, je vais reprendre mes saines occupations. Le tir au pigeon sur terroriste. Ouais, ok, ouais, bah, bon, ça marche. Bon, on va finir la vidéo, là. Allez, c'est parti. Alors, pour finir, je voudrais signaler qu'il était prévu un portage de Star Rush sur Mega Drive sous le titre Black Star, puis finalement intitulé Zodiac, sur les conseils de Frédéric Marcus et Frédéric Hood de chez Ubisoft. Laurent Cluzel avait travaillé dessus pendant des mois en imaginant un nouveau vaisseau et de nouveaux décors beaucoup plus poussés, qui correspondaient davantage à ce qu'on voyait sur la console Sega à l'époque. Zodiac devait donc être une refonte complète de Star Rush. Hélas, le projet tombe à l'eau lorsque les frères Guillemot, patrons d'Ubisoft à l'époque, décident d'annuler la sortie de Zodiac, notamment à cause du shoot'em up Thunder Force 4 de Technosoft, qui vient tout juste de sortir sur Mega Drive à l'époque. Les Guillemot ne croient pas en la viabilité du projet, ni à sa capacité à se mesurer à l'énorme Thunder Force 4. C'est de nouveau un coup dur pour Laurent Cluzel et ses collègues dont le projet d'adaptation de Star Rush tombe aux oubliettes, comme les versions prévues à l'origine pour Atari ST, PC et MSX2. Star Rush n'a malheureusement pas été un succès à sa sortie sur Amiga en 1991.
Les journalistes apprécieront à l'unanimité les qualités techniques et visuelles impressionnantes du jeu, reconnaissant qu'il s'agit là de l'un des plus beaux shmups de l'Amiga, tout en pointant du doigt sa difficulté excessive réservée aux joueurs hardcore, ce que Laurent Cluzel regrettera quelque peu par la suite. Néanmoins, les joueurs invétérés et les pros du shoot'em up s'éclateront à coup sûr avec Star Rush, qui est une perle dans le style Die and Retry, doublée d'une dimension artistique fabuleuse malgré un gameplay parfois limité. On aurait aimé par exemple plus de diversité dans l'enchaînement des niveaux qui reste assez linéaire, on aurait aussi aimé avoir des boss plus résistants et des attaques ennemies un peu moins mécaniques. Malgré tout, Star Rush est une perle injustement méconnue de l'Amiga qui mérite largement d'être réévaluée et appréciée à sa juste valeur. Alors pour finir, je voudrais remercier Laurent Cluzel pour avoir pris le temps de nous aider et nous conseiller sur la préparation de notre vidéo sur Star Rush. Merci à lui et son fabuleux travail sur Star Rush et tous ses autres jeux, chapeau l'artiste. Alors, Capricorne, 3ème décan. Tous vos projets aboutiront cette semaine, vous pourrez enfin terminer Light Quest et accomplir le vieux rêve d'un gamer passionné. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce qui est écrit. Ah si, je te jure, hein. Ouais, bien Putain, sûr, mais regarde ouais, si tu me on crois y pas là, croit tous. hop. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.